Citoyennes, citoyens, bonjour. Bienvenue à la Halle aux Toiles d'Alençon. C'est une petite dédicace personnelle pour les amis Gérard Davet et Fabrice Lhomme que je suis très heureux d'accueillir au nom du Salon du Livre. C'est un salon exceptionnel où on vit une semaine exceptionnelle à Alençon. Les amoureux de foot savent qu'Alençon, hier soir en Coupe de France, a éliminé Rouen. Oui, mesdames, messieurs, a éliminé Rouen, 1-0. Voilà. Gérard nous a porté chance, voilà, donc c'est déjà une bonne raison d'être heureux ce dimanche matin. Et la deuxième bonne raison, c'est évidemment ce salon qui, j'espère que chacun s'en rend bien compte, est assez exceptionnel. On a une programmation cette année sous la férule de sa présidente Stéphanie Toussaint qui est absolument incroyable. On a eu des soirées mercredi à la Luciole, jeudi à l'auditorium, vendredi au cinéma, absolument incroyable. Et puis il y a eu cette série de conférences et de dédicaces avec hier quand même Daniel Pénac. C'est pas rien de faire venir Daniel Pénac en Alençon. Tout à l'heure, Jacques Gamblin qui vous donne rendez-vous à 15h, si je ne me trompe pas, à la Halle aux Toiles également pour une conférence animée par Karina Pujol et on l'attend avec beaucoup d'impatience. Gamblin, c'est un peu le régional de l'étape. Et puis donc ces deux invités qui, pour moi, journalistes, même si je suis là en tant que citoyen alençonnais, mais pour moi, journalistes sont des références de notre profession. Donc Gérard Davet et Fabrice Lhomme, que je salue, qui sont journalistes, grands reporters au Monde. Mais moi je les définirais plutôt comme grands reporters, comme des enquêteurs. Voilà, c'est une mission très particulière de ce métier de journaliste. Moi je suis journaliste, mais j'ai rien à voir avec eux. Par exemple, c'est un métier très différent de commenter des matchs de foot ou d'enquêter. Et ils enquêtent dans des domaines très différents. Ils ont été, à un moment donné de leur vie, mes confrères dans le domaine du journalisme de sport. Fabrice a été rédacteur en chef de l'Équipe Magazine. Gérard a été recruté au Monde à l'origine pour s'occuper du sport. Voilà. Donc ils ont bifurqué bien heureusement pour eux depuis et ils ont eu à travers leur enquête aussi la possibilité de compléter, d'augmenter leur travail et de le magnifier, j'ai envie de dire, par des livres qui ont fait date. Vous les trouverez évidemment tout à l'heure en dédicace après cette conférence dans la salle d'à côté, mais vous avez des livres qui ont marqué, je pèse mes mots, l'histoire de France contemporaine, notamment un président ne devrait pas dire ça, le fameux ouvrage consacré au quinquennat de François Hollande, qui a sans doute beaucoup prémédité ce qu'on vit aujourd'hui. Et on va évidemment beaucoup parler de l'actualité, ce n'était pas forcément le sujet premier lorsque Gérard et Fabrice ont accepté de venir en Alençon, mais on devait parler notamment de leur dernier ouvrage qui est consacré au Covid, les juges et l'assassin. On en parlera un petit peu, mais c'est vrai que l'actualité politique va nous occuper ce matin. Avant d'entamer notre poisson, vous avez une singularité, c'est que vous êtes un duo. Ça, c'est quand même assez rare dans notre profession. Il y en a, il y a des duos fameux, notamment dans les investigations pour les anciens qui sont avec nous ce matin. Je pense à Jean-Marie Ponto et à Jacques de Rogy, voilà, qui ont été un peu des précurseurs de journalistes d'investigation. Comment est né votre duo ? Comment vous travaillez ensemble ? Parce que c'est compliqué de vivre en couple. Alors vivre en couple journalistique, ça doit l'être également. Bonjour et merci d'être venus si nombreux. D'abord, on est ravis d'être là et on va essayer de vous offrir quelques petites minutes de bonheur en plus. C'est une dédicace pour l'ami Stéphane Guy. Le journalisme, alors il est très modeste, mais le journalisme, même en commentant des matchs de foot, on peut avoir quelques soucis dans sa vie professionnelle. Tu en sais quelque chose. Donc le journalisme, c'est jamais anodin et c'est vrai que pour nous, c'est devenu le temps passant une sorte de mission sacrée, c'est-à-dire de venir en parler, de venir raconter comment on travaille en toute transparence, de venir dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, nos erreurs, nos lacunes, nos failles, nos errances, mais aussi nos quelques réussites. Pour nous, c'est vraiment important de venir en parler, donc merci vraiment de nous avoir invités. Comment est né ce duo ? D'abord, il est né tout simplement dans une espèce d'évidence, je crois. C'était une amitié qui est d'abord une amitié, en fait. On s'est rencontrés en 1990, je crois me souvenir, au Parisien, au journal Le Parisien, tous les deux, jeunes journalistes, et on a devisé lors d'un reportage, je crois me souvenir que c'était à Malakoff, et on s'est dit qu'on avait plein de points communs. Voilà, c'était les points communs, c'était à la fois le football déjà, c'était aussi la musique, le rock, c'était les jeunes femmes à l'époque, parce que nous étions jeunes nous aussi, et c'était aussi le journalisme, mais pas au point qu'aujourd'hui ça nous passionne. À l'époque, c'était surtout un moment sympathique pour apprendre un travail dans une ambiance sympa et avec un métier
on se disait vraiment que c'était un métier qui nous plaisait, mais on n'était pas encore investi d'une vraie mission sacrée, quoi. Et en tout cas, moi, Fabrice, lui, il a été élevé dans le culte du monde, il vous en parlera mieux. Moi, j'étais pas vraiment prédestiné à ça. Et puis, le chemin faisant, on a sorti ensemble notre premier scoop en 1991, qui était déjà la remise en cause d'un maire, le maire du 11e arrondissement, qui s'appelait Alain Devaquet, qui, pour ceux qui s'en souviennent, a été ministre de l'Éducation nationale. Et qui a été pris la main dans le pot de confiture à la mairie du 11e arrondissement à Paris à prendre de l'argent qu'il n'aurait pas dû prendre. On l'a raconté dans les colonnes du Parisien, ça a fait la une du Parisien, et là, je me suis dit, tiens, l'enquête, c'est sympa. Non seulement ça peut servir à quelque chose, mais en plus, c'est vraiment porteur d'une vraie plus-value pour le citoyen, mais aussi pour le journaliste qui prend du plaisir à faire ça. Et Fabrice a persévéré dans ce domaine-là, l'enquête. Moi, j'ai tâté du grand reportage, j'ai tâté du journalisme politique. Et Fabrice, lui, a toujours voulu faire de l'enquête. Il vous en parlera mieux que moi. Mais ce qui est resté vraiment essentiel, c'est qu'on ne s'est jamais perdu de vue. Notre amitié est demeurée, notre façon de travailler ensemble la même. On n'écrit jamais à quatre mains, par exemple. C'est toujours l'un qui écrit, l'autre qui relit, et vice-versa. Et du coup, ça nous évite d'écrire des bêtises, parce qu'on se corrige mutuellement et on n'est jamais trop prudent. Donc voilà, c'est d'abord une histoire d'amitié, et aujourd'hui c'est une forte histoire, je crois, de valeurs. Le journalisme est aujourd'hui décrié, critiqué, menacé dans bon nombre de pays, notamment aux USA, et on se dit que ça vaut le coup de venir raconter ce qu'on fait en toute transparence. Alors ça, c'était Gérard Davet, vous l'avez compris, maintenant c'est Fabrice Lhomme qui va s'adresser à nous. Je voulais préciser une chose sur le duo, parce que comme l'a expliqué Gérard, effectivement, on a d'abord entretenu des relations purement amicales avant de vraiment travailler ensemble. Mais il y a eu des moments où nos carrières ont pris des chemins différents. Donc moi, j'ai plus bougé, j'ai plus changé de trajectoire et de journaux. J'ai fait plusieurs... Après le Parisien, j'étais à François, l'Express, j'ai fait partie de la première équipe de Mediapart que j'ai quitté finalement. Et Le Monde, où j'étais arrivé en 2000, j'y suis retourné 10 ans plus tard. Et là, on a reformé un duo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai toujours quasiment fait de l'enquête, donc. Et très rapidement, au-delà du fait de notre amitié, je me suis aperçu à quel point c'était une plus-value de travailler à deux. On peut faire un duo sans être des amis proches, même si il faut quand même être complice. Mais dans tous les cas, je pense que dans le domaine de l'enquête, c'est préférable de ne pas travailler seul. Parce que c'est très difficile, il y a une énorme pression qui pèse sur vos épaules. Il peut y avoir des menaces, des procès, enfin tout un tas d'ennuis. Mais aussi parce qu'on est toujours sur un fil, puisque le principe du journaliste d'investigation, c'est qu'il révèle des faits qui ne sont pas encore connus et qui sont évidemment d'intérêt public. Il ne s'agit pas de révéler tout et n'importe quoi. Mais par définition, comme ces faits n'ont jamais été présentés publiquement, ils peuvent être contestés, d'autant que souvent, ce sont des faits qui mettent en cause des personnes, et souvent des personnes ou des sociétés d'ailleurs assez puissantes. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Il y a des journalistes qui ont, j'allais dire, dont la carrière a été amochée, voire terminée, parce qu'ils avaient fait une erreur. Mais une grosse erreur, évidemment. Vous n'avez jamais fait d'erreur, Fabrice et Gérard? Si, je pense qu'on a fait des... Il y a eu, parfois, on a pu être approximatif, on a pu être... dans la réalité, mais avec des imprécisions. Voilà, je pense que ça nous est arrivé d'être imprécis. On déteste ça, vraiment. Nous-mêmes, une petite imprécision, ça nous blesse. D'abord parce qu'on se fait, je pense, une haute idée de la profession. On pense que vraiment un journaliste doit être hyper rigoureux, etc. Donc même une imprécision, ça nous contrarie, ça nous chagrine beaucoup. Le nouveau Premier ministre a remis au goût du jour une expression qui est moine soldat. Est-ce que vous vous considérez un peu, justement, par rapport à ce que vous nous dites là, comme des moines soldats? Moi, c'est une expression dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. D'abord, le terme soldat, il y a une idée de guerre, et moi, je suis en guerre avec personne. Vous n'êtes pas en mission? Non, parce que je pense que c'est dangereux de penser ça. Voilà, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, j'allais dire, purement égoïste, en fait, mais qu'il faut assumer. C'est-à-dire, on fait un métier qui nous plaît, ça nous excite, on prend du plaisir professionnellement, y compris à écrire. Ça, c'est, voilà. Mais l'autre aspect, évidemment, qui est le plus important pour moi, c'est qu'on fait un travail d'intérêt public, vraiment. Je pense vraiment, pas seulement nous deux, hein, les journalistes en général, notamment les journalistes d'enquête. On travaille pour l'intérêt général. Mais si on se dit « Ah oui, moi je suis en mission », ça peut être dangereux. On peut basculer, par exemple, quand vous faites des enquêtes sur des hommes politiques, vous pouvez basculer du journaliste qui veut publier des informations que le public doit connaître
vers un rôle plus de procureur qui n'est pas le nôtre. On n'est pas là pour juger, pour condamner. Nous, on est là pour exposer les faits et les citoyens s'en saisissent ou pas, d'ailleurs. Alors ça, c'est une vraie première question qu'on peut aborder avec Gérard, peut-être. C'est ça, c'est justement, vous avez écrit sur les 3 derniers présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. On ne peut pas dire qu'à travers vos livres, ils en sortent forcément grandis les uns comme les autres. Mais vous n'avez pas quelque part en vous, quand même, cette mission militante quand vous vous attaquez à un sujet en vous disant on va porter la plume dans la plaie. La seule mission. C'est ce qui peut vous être reproché, évidemment. Hein. Oui. Non, mais la seule mission que je me reconnais, moi, c'est celle du journalisme, pas celle de la militance. Je pense vraiment. On a commencé sous Mitterrand. C'est même ma première interview d'homme politique, c'était François Mitterrand. C'était aux obsèques de François de Grosrouvre. J'avais été interviewé François Mitterrand et il m'avait vraiment envoyé chier avec talent. Et le dédain qui pouvait le caractériser parfois. J'étais très jeune journaliste, il m'avait à peine calculé, quoi. Et il faut dire que je n'avais pas été très malin non plus dans mon approche. Mais ça pour dire que on a écrit et interviewé et travaillé sur tous les présidents depuis Mitterrand, et qu'ils soient de gauche, de droite. On a écrit sur l'extrême droite. C'est nous qui avons révélé les premiers le scandale du Parlement européen pour le RN. On a écrit sur à peu près tout le monde. Et on se donne, si on a une seule mission, c'est celle du journalisme, comme je le disais. Et on a surtout une obsession avec Fabrice, c'est de ne pas être catalogué militant ou journaliste combattant. Le seul truc qu'on veut, nous, c'est donner des faits, juste des faits, rien que des faits, et les gens s'en emparent. Par exemple, quand on a écrit sur Patrick Balkany, dans un livre qui s'appelle French Corruption, c'est Fabrice qui a le génie des titres originaux. Et donc, on a écrit sur Patrick Balkany. Ce qu'on a écrit a fini par faire en sorte que Patrick Balkany s'est retrouvé en prison. Est-ce qu'on a sablé le champagne ce soir-là? Non. Non, parce que il a été réélu maire ensuite, donc ça incite aussi à la modestie. Et deuxièmement, notre mission n'est pas de pousser les juges à mettre des gens en prison. On a écrit sur Nicolas Sarkozy aussi, ça lui a valu à la fin d'avoir un bracelet électronique. On n'a pas été content. On a juste constaté que les juges avaient suivi ce qu'on avait écrit. Quand on a écrit sur François Hollande, un président ne doit pas dire ça, on a découvert en pleine séance de dédicace qu'il renonçait à se représenter. Je me souviens, on s'est regardé ce soir-là en se disant, quand même, ce qu'on a écrit, ça laisse une trace dans l'histoire. C'était assez vertigineux même, comme responsabilité, mais c'est jamais une satisfaction. Jamais. Vous l'avez tué, clairement, François Hollande, Fabrice Lhomme. C'est un livre qui a mis un terme d'abord à son quinquennat et qui, effectivement, a abouti in fine à sa non-candidature à la présidentielle. À son renoncement, ce qui est très rare. Hein. Je crois que c'est le premier. Oui, c'est la première fois, mais je pense que ce qui l'a tué, je mets des guillemets bien sûr, politiquement, c'est pas le livre en fait, c'est les conséquences du livre et c'est l'exploitation qui a été faite par ses opposants en interne, à gauche, qui ont rendu son renoncement inéluctable. Donc encore une fois, nous, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on ne pousse pas les gens à démissionner ou on les envoie pas en prison. En revanche, c'est vrai qu'on met au jour parfois des faits qui sont dérangeants ou qui sont spectaculaires, qui bousculent et qui entraînent des conséquences qu'on ne maîtrise pas en fait. Moi, je me souviens très bien, pour prendre le livre sur Hollande, un président ne devrait pas dire ça, quand on a terminé le livre et qu'il a commencé à être placé dans les librairies, on était très dubitatif sur le potentiel même commercial. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà eu plusieurs livres sur François Hollande, sur le quinquennat. C'est un homme on le sait, qui aime plutôt les journalistes, qui parle beaucoup, qui avait déjà donné beaucoup d'entretiens, qui avait participé à d'autres livres, etc. Et en plus, j'allais dire dans la profession, il se disait que Hollande n'était pas vendeur, entre guillemets. C'est-à-dire, pour résumer, je ne sais pas, les journaux un peu people ou des journaux plus populaires que Le Monde, genre Paris Match, eh bien, c'était Paris Match mettait sans arrêt Sarkozy en couverture. Pourquoi ? Parce que ça vendait, c'est comme ça. Et Macron aussi, d'ailleurs. Et Hollande, ça vendait pas. Voilà. Donc, tout ça fait que... Mais pour faire un livre, pour qu'on rentre un peu dans la mécanique, pour faire un livre comme vous avez fait avec François Hollande, d'abord, il faut la confiance de François Hollande, parce que c'est un livre qui est à la base d'entretien direct avec le président de la République en exercice. Oui. Donc au départ, vous disiez tout à l'heure, en gros, nous, on n'est pas politisés, mais quand on veut gagner la confiance de François Hollande, il faut quand même lui témoigner, j'imagine, d'une forme de sympathie. Alors c'est deux choses, c'est-à-dire qu'avec François Hollande, par exemple, mais avec tous les autres aussi, j'allais dire, à aucun moment, on n'a jamais discuté
de choses qui pouvaient laisser deviner qu'on serait politiquement proche ou loin de lui. Jamais, jamais, en aucune façon. En revanche, c'est vrai que, j'allais dire, gagner la confiance de son interlocuteur ou de son interlocutrice, c'est naturel. Et ça ne veut pas dire le manipuler. C'est juste, j'allais dire, bon, la pure courtoisie. C'est sûr que si on commence un entretien en étant agressif, désagréable, etc., ça n'aura aucun intérêt, puisque l'entretien ne donnera rien. Et il se trouve qu'en plus, ce côté un peu empathique qu'il faut montrer vis-à-vis de ses interlocuteurs, il est décuplé quand vous êtes face à un homme comme François Hollande, qui, incontestablement, c'est vrai, tout le monde peut le dire, hein, Et sympathique. il est extrêmement sympathique, il est très fin, il est spirituel. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je comprends d'ailleurs que beaucoup aient cédé entre guillemets à son charme parce qu'il en a beaucoup de charisme, etc. Mais face à ça, nous on reste toujours sur notre ligne, c'est-à-dire qu'on peut trouver l'homme sympathique, et il l'est. Je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire. Et ça ne va pas nous empêcher ensuite d'écrire ce qu'on doit écrire. Donc c'est vrai que peut-être ça l'a sans doute surpris un petit peu lorsqu'il a vu que le livre n'était ni en sa défaveur ni en sa faveur, mais que c'est sûr qu'on ne s'est pas comporté comme des complices ou des amis. On s'est comporté jusqu'au bout comme des journalistes. Il vous parle encore? Oui, ça a été un peu compliqué après la parution du livre. Il a fallu qu'il digère sa déception aussi de ne pas pouvoir se représenter. On s'est reparlé depuis et il a reconnu qu'on n'a jamais déformé aucun de ses propos. Il sait que notre honnêteté n'est pas en cause. Non, à aucun moment. Mais quand il va apprendre que Gérard Davet était à Alençon hier et qu'il a assisté et participé à la défaite du FC Rouen, dont il a porté les couleurs, il va encore moins être vous allez encore être moins être dans son cœur. Ouais, c'est encore un vrai gros supporter de football, quoi, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait il a employé l'expression vis-à-vis de nous, quand on s'est revus 1 an après le bouquin, la sortie, il a fallu 1 an, quoi. Il a dit qu'il fallait ce délai de viduité pour que je puisse évacuer un petit peu tout ça. Mais après, il nous a raconté ce jour-là, qu'on l'a revu, il venait de sortir un livre lui aussi, et donc il faisait des tournées de dédicaces à travers la France, et des gens venaient avec notre livre, et ils dédicaçaient notre livre. Donc c'est vous dire si le garçon a de l'humour quand même, quoi. Il est venu à Alençon, d'ailleurs, François Hollande, et le livre dont vous parlez, il est venu le dédicacer au passage. Joachim Peugeot acquiesce. Voilà. Et c'est vrai que je pense que toute personne qui a croisé une fois dans sa vie François Hollande, effectivement, a pu le trouver sympathique. C'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est ce rapport effectivement au pouvoir. On va aborder l'actualité brûlante avec évidemment ce double quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous avez écrit et vous avez sorti un livre qui est évidemment disponible ici, qui s'appelle, quand même, c'est un titre, c'est vous qui l'avez trouvé, Fabrice, Le traître et le néant. Là, c'est costaud comme titre, qui était ce livre un peu annonciateur de ce qu'on vit, de ce qu'on vit aujourd'hui. Comment vous avez... Alors là, vous avez fait un autre métier, parce que, d'abord, pourquoi vous avez choisi de traiter Macron? Est-ce que c'est pour des raisons purement commerciales? Parce que il faut que vous remplissiez aussi la gamelle. Et là, par contre, vous l'avez fait sans sa complicité. Donc, c'est un autre exercice. Oui, c'est un président qui nous a, on l'a vu venir, comme tous les Français, d'assez loin. À l'époque, on travaillait sur le quinquennat Hollande, et on a croisé dans les couloirs de l'Élysée ce jeune conseiller. À l'époque, il était directeur adjoint, secrétaire adjoint de la présidence de la République, et tout le monde nous parlait de Macron, ce jeune conseiller brillantissime, etc. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait échangé des SMS avec lui pour le rencontrer. Il nous avait dit « Ah bon, on parle de moi ?» faussement intéressé. Mais en tout cas, on ne l'a jamais rencontré à ce moment-là parce que l'occasion ne s'en est pas présentée. Et puis, il se trouve qu'on a participé avec Fabrice à la chute de François Fillon en écrivant quelques articles après le Canard enchaîné dans Le Monde, relatant un peu ses déboires. Et donc, il devenait évident ensuite que Macron allait s'emparer du pouvoir. Et il nous a intéressés de rechef. Pourquoi? Parce que c'était un président à califourchon. C'était quelqu'un qui avait une jambe à gauche, une jambe à droite, et on ne voyait pas trop comment ça pouvait marcher, ça. Voilà. Donc on vient peut-être d'un ancien monde, mais c'est un monde où les valeurs sont, semble-t-il, assez claires, précises. Il y a une colonne vertébrale. Parfois, elle peut plier un peu, mais il y a une colonne vertébrale. Et lui n'en avait pas. Et donc, il n'est de nulle part. Et donc, on s'est dit, ce président est passionnant. Et en plus, il a conquis le pouvoir par intrusion. C'est un hold-up, quoi. Donc, tout était passionnant dans ça. Et on a commencé à enquêter sur la Macronie, juste après la sortie du livre sur François Hollande. Et on s'est vite rendu compte d'abord que toutes les portes nous étaient fermées par Emmanuel Macron. Il ne voulait surtout pas que ses proches nous rencontrent, et lui ne voulait surtout pas qu'on le rencontre.
instruit de l'épisode François Hollande. Et en revanche, on a eu accès à tout le deuxième cercle, tous les conseillers qui l'ont vu grandir, tous ceux qui l'ont vu depuis le lycée des Jésuites à Amiens jusqu'à l'ENA, jusqu'à l'inspection des finances, ensuite à à l'inspection des finances. Et donc, on a vu sa progression, on a rencontré tous ceux qui l'ont rencontré et qui l'ont connu dans sa progression. Et très vite, un personnage nous est apparu, quoi. C'était évident que cet homme-là n'avait pas de colonne vertébrale, qu'il n'avait pas de certitude, pas de valeur, qu'il avait une très haute opinion de lui-même, qu'il était brillant, mais quand on est trop brillant, parfois on a tendance à se regarder plus qu'à de regarder les autres. Et on s'est dit, il faut qu'on raconte ça, parce que ça nous paraît évident. Alors, on a fait ce livre, Le traître et le néant, dont le titre a été brillamment trouvé par Fabrice, et on a été surpris d'une réaction. En fait, Fabrice, il trouve les titres et vous écrivez les bouquins, Gérard. C'est comme ça que ça se passe, votre duo. C'est ce que je voulais dire. D'accord. En fait, il ne faut rien, mais il parle bien. Et, non, c'est complètement faux. En vérité, on forme un duo très complémentaire. Non, on a trouvé ce titre, on a trouvé ce livre, on a fait ce livre qui est assez costaud, et on s'est aperçu d'un phénomène qui nous a beaucoup intéressés quand ce livre est paru, c'est qu'il était en rupture de stock absolument partout. On en a vraiment beaucoup vendu, près de 150 000, je crois. Hein. Et ce qui est un énorme score pour un livre d'enquête politique. Mais en même temps, les médias parisiens en parlaient très peu. Et ça nous a beaucoup interpellés. C'est-à-dire qu'on avait une presse dithyrambique en province, même à l'étranger, mais les médias parisiens n'en parlaient pas. Et pourtant, ils se vendaient bien. Et votre explication à ça ? On s'est dit tout simplement qu'on avait peut-être touché juste, qu'il y avait un intérêt pour ce président, mais un intérêt avec aussi une espèce de méfiance. Même très vite, le livre est paru en 2021, il y a déjà eu les gilets jaunes, tout ça. Les gens s'étaient rendus compte qu'il y avait peut-être une escroquerie politique dans l'histoire, et que donc, du coup, on a peut-être touché juste. Ça a été pour nous une vraie révélation, quoi. C'est une escroquerie politique, Emmanuel Macron, Fabrice Lhomme ? Je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est surtout, à mon avis... Il a quand même dit, Gérard, escroquerie politique, il a dit que c'est un homme qui n'avait pas de valeur. Hein. Oui. Ça brosse le portrait de quelqu'un, quand même. Non, mais il n'a pas de... honnêtement, c'est le cœur de l'enquête qu'on a publiée. C'est qu'il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de ligne directrice. Et ça, honnêtement, dans la vie politique française, qu'on chronique depuis un petit moment quand même, j'ai pas d'exemple, il n'y a pas d'autre exemple. Il n'y a vraiment aucun autre exemple. En fait, c'est ce qui nous intéressait le plus au début. Et je pense que, comme disait Gérard, c'est une des raisons du succès du livre, c'est que je pense que nos interrogations étaient celles des Français, en fait. Ils l'ont vu surgir un peu au dernier moment, donc on ne le connaissait pas vraiment. Il était très jeune, pas d'expérience politique, ce qui était présenté comme un avantage, et ça peut être un avantage. Évidemment, ça faisait du bien, quoi. En gros, il rafraîchissait le paysage, puis il s'y présente bien, enfin, il avait beaucoup d'atouts, en fait, dans sa manche, et assez rapidement, il a commencé à perdre sa popularité. Mais je pense que les gens se sont détachés de lui sans savoir pourquoi ils se détachaient de lui. Il y avait un truc qui n'allait pas, mais ils n'arrivaient pas à mettre les mots dessus. Et je pense que nous, à travers des témoignages, beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui l'ont raconté, qui le connaissent très bien, y compris des gens d'ailleurs qui pouvaient dire du bien de lui, mais même en disant du bien de lui, en fait, ça pouvait dessiner une image plutôt assez trouble, assez floue, pour résumer. Et donc, je pense qu'on a mis le doigt là-dessus. Alors, expliquez-nous. Quel Emmanuel Macron vous avez découvert à travers cette enquête ? Qui est-il ? Eh bien, pour nous, c'est qu'on pensait au départ qu'il s'était présenté plutôt comme quelqu'un venant de la gauche. Hein. Il a été chevènementiste, il a essayé de se présenter sous l'étiquette du Parti socialiste au tout début, etc. Et puis, il était quand même un des responsables de l'administration, de la haute administration sous François Hollande, puisqu'en poste à l'Élysée. Ensuite, quand il arrive au pouvoir, on voit que ses choix, y compris d'hommes ou de femmes, choisir Édouard Philippe, qui est un homme de droite classique, hein, tout sans ambiguïté, et qui mène une politique de droite. Donc déjà, il y a cette espèce d'entre-deux. On se dit, c'est un peu étonnant. Et en fait, on va s'apercevoir, à travers ses déclarations passées, ses actes, et même ses propos au cours d'interviews qu'il va donner lors de son premier quinquennat, notamment, qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fil directeur. Alors, on peut trouver quelque chose, hein. Bien sûr, il est plutôt libéral et pro-européen et pro-entreprise. OK, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et donc, pour résumer, c'est quelqu'un qui, en fait, et je pense tout simplement obsédé effectivement par son image, par son ego, plus encore que les autres présidents, et c'est pas peu dire, et qui n'a pas en réalité de conviction idéologique
Ce qui, au départ, est apparu comme une force, parce qu'on peut se dire, ah ben en fait, il est sorti des logiques de parti, on avait un peu marre de tout ça, etc., mais qui, sur le long terme, ou même le moyen terme, se révèle catastrophique, parce qu'il faut de la continuité dans une politique, et surtout, il faut l'adhésion du peuple. Il faut entraîner derrière soi. Et on ne peut pas entraîner derrière soi lorsqu'on change de chemin sans arrêt. Vous désorientez tout le monde. Et ce n'est pas un hasard si on voit qu'aujourd'hui, il est lâché par tous ses plus grands soutiens historiques, d'Édouard Philippe à Gabriel Attal. Et ça encore, vous le voyez pas couramment. C'est parce qu'il désoriente trop. Moi, je ne vais surtout pas monopoliser le débat parce que je veux absolument que les citoyens et citoyennes alençonnais qui sont là également puissent vous interroger directement. Donc, je ne vais pas approfondir sur Macron, il y aura sans doute d'autres questions. Juste avant de donner le micro à la salle, Sarkozy. Sarkozy, c'est l'autre grande actualité du moment avec cette condamnation à de la prison ferme, 5 ans de prison ferme. Ce n'est pas une condamnation de seconde zone. Vous avez beaucoup travaillé également sur le personnage. Alors, vous m'avez fait une révélation même, Fabrice, lors de nos échanges ce week-end, très sympathique par ailleurs, mais vous m'avez dit le fameux document Mediapart, qui est quand même à l'origine de l'affaire Sarkozy actuelle, on l'a eu entre les mains, on nous l'a proposé. Ça veut dire que dans votre métier de journaliste d'investigation, il y a ce que vous allez chercher, mais il y a aussi ce qu'on vous amène sur un plateau. C'est ça aussi votre quotidien, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont intérêt à ce que vous publiez certaines informations. Oui, c'est le lot quotidien. Alors pour être précis, on nous avait proposé un document qui n'est pas celui qui a été publié, mais qui était de la même nature. La même famille. Voilà. On a plutôt eu le sentiment qu'il était faux, mais après tout, j'en sais rien du tout. Mais on rappelle juste, pour être précis, oui, que la justice a eu plusieurs fois à se prononcer sur le caractère véridique de ce document, oui, parce que ça a été l'un des éléments de défense de Sarkozy. Si le jugement de Sarkozy intervient, je ne sais pas, presque 15 ans après la révélation de l'affaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de procédures judiciaires entre-temps, que dans ces procédures, il y a eu des attaques sur la véracité de ce document, l'authenticité de ce document, et que la justice, à plusieurs reprises, a confirmé l'authenticité de ce document. Le document de Mediapart. Oui, mais qui n'était pas celui qu'on nous a proposé, voilà, mais c'était même nature. Mais ce document, honnêtement, c'est encore plus compliqué que ça, parce que la justice qui avait été saisie spécifiquement a dit qu'elle ne pouvait pas confirmer qu'il était faux. Il était faux, c'est ça. Voilà. Bref, en fait, déclaration par défaut. Voilà, personne n'en sait vraiment rien exactement. Et par ailleurs, la justice... il y a un vrai problème d'archives en Libye. Oui, ça, il faut quand même le dire. Les archives nationales de Libye ne fonctionnent pas bien. Mais c'est pour ça que je pense que la justice a déployé, c'est vrai, des moyens considérables et ne s'est pas basée uniquement sur... Sarkozy n'est pas condamné sur un document. C'est pas possible. Puisque d'ailleurs, la présidente du tribunal a dit elle-même qu'elle pensait qu'il était faux. Donc on peut en débattre éternellement. C'est vrai que c'est un point de départ de l'affaire. C'est pas le seul. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été découvertes. Certaines qui allaient dans le sens de Sarkozy, d'autres à l'inverse. Mais alors pardon Fabrice, vous qui êtes un peu extérieur, parce que vous n'avez pas été donc directement concerné, in fine, par cette affaire-là, quand vous avez appris, comme nous tous, le jugement, les 5 ans de prison ferme, l'application immédiate de la sanction, on rappelle qu'il sera demain devant le juge et qu'on devrait peut-être dans la semaine le retrouver à la prison de la Santé. Comment, par rapport à votre vécu journalistique, votre vécu de Sarkozy, des affaires, du système judiciaire et politique en France, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, ce que je pense, enfin le sentiment que j'ai eu, c'est que Sarkozy payait, et cher, pour l'ensemble de son œuvre. Alors ce que je dis là, évidemment, c'est pas juridique, et les juges ne diront jamais ça. Mais c'est vrai qu'il y a l'accumulation des affaires le concernant. Dans certaines, il a été condamné, dans d'autres, il a été blanchi, mais parfois, il s'en est quand même bien tiré. Et par ailleurs, évidemment, il y a eu ces propos très durs contre la magistrature, mais je pense que ça serait trop court de dire « Ah oui, il a critiqué les juges, donc ils le mettent en prison ». C'est quand même pas aussi simpliste que ça. Mais il y a eu un ensemble de faits qui sont accumulés, qui donnent cette condamnation, qui effectivement est à la fois extrêmement sévère, puisque effectivement 3 des 4 chefs de poursuite sont tombés. Et d'un autre côté, si on regarde le code pénal et ce qu'il implique, l'association de malfaiteurs, c'est régulièrement des gens sont condamnés plus que 5 ans de prison, que les gens qui sont condamnés à 5 ans de prison, en général, sont arrêtés à l'audience. Donc on peut débattre éternellement. Mais de manière générale, nous, on a le sentiment, depuis le début de notre carrière, on a beaucoup traité d'affaires qui sont également traitées par la justice. Soit on suivait la justice, soit c'était la justice qui s'emparait de notre travail. Mais on pense qu'il y a un moment, il faut s'abstenir vraiment de commenter sans arrêt, parce qu'on n'est pas dans le secret des délibérations, on n'en sait rien, et surtout, il faut vraiment d'abord avoir du respect pour l'institution judiciaire, parce que si on ne croit même plus en la justice, alors c'est vraiment mort.
qui peut se tromper par ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre. Et surtout, nous, encore une fois, journalistes, on n'est pas là pour dire « moi je pense que Sarkozy doit aller en prison ». Ah bah moi je pense qu'il n'a rien à faire en prison. Ce n'est pas notre rôle. En revanche, on peut exposer des faits qu'il a commis ou pas et en parler comme on le fait aujourd'hui. Gérard, ayez bien conscience, citoyennes et citoyens d'Alençon, que vous avez 2 hommes qui ont été sollicités de toutes parts depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet et qu'ils ont, vous m'avez dit, on a refusé toute invitation sur plateau télé. Donc ce qu'on entend ce matin, c'est de premier ordre. Merci à vous. Oui, vous n'êtes pas un justicier, c'est ça qu'explique Fabrice. On n'est pas des justiciers ni des procureurs, et puis par ailleurs, la justice, ça se rend durant les audiences, dans les prétoires, etc., et pas sur les tribunaux, dans les tribunaux médiatiques. En vrai, on n'aime pas commenter les décisions de justice parce qu'on n'est pas dans le secret des délibérations, comme il le dit Fabrice. Puis deuxièmement, ce dossier-là, on aime bien parler des dossiers qu'on maîtrise parfaitement. Celui-ci, on n'a pas tout lu. Et ça nous ramène justement à la façon dont on travaille avec Fabrice. Tu en parlais tout à l'heure, Stéphane. C'est que souvent, on est sollicité. Souvent, on nous produit des documents, on nous donne des informations. Et il y a des journalistes qui acceptent une part importante de risque dans ce qu'ils produisent, dans ce qu'ils publient, et d'autres qui ne prennent pas ce risque-là parce qu'ils se disent qu'ils veulent au moins 5, 6 vérifications, etc. On fait plutôt partie de la deuxième caste, des gens qui vérifient 1000 fois plutôt que faire la moindre erreur. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on conçoit les choses et parce qu'on évite comme ça de faire des erreurs trop flagrantes. Un exemple tout bête, on a produit une série d'articles l'an dernier dans Le Monde sur la principauté de Monaco. Principauté de Monaco dans lequel l'argent coule à flot et les milliardaires, grosso modo, se tirent dans les pattes, s'envoient des boules puantes en permanence. Donc le prince et également les milliardaires locaux. Et un jour, on nous donne à Paris, dans un café à Paris avec Fabrice, on rencontre une source, ça marche comme ça, hein, une source, donc une personne dont on ne peut pas donner le nom, mais qui est censée savoir beaucoup de choses, qui nous rencontre et qui nous glisse sous la table de café un sac contenant des documents qui étaient... vraiment, il y en avait beaucoup, et c'était des échanges de courriels, de courriers, des mails, etc., des comptes en banque. Et cette source nous dit, voilà, ça prouve par A plus B que tout l'entourage du prince Albert est corrompu, etc., etc. Et on s'est retrouvé avec une masse incroyable de documents. Et dedans, il se trouve qu'on a passé un temps fou pour les lire. Et il y avait des faux. Donc il y avait des vrais et des faux. Et c'est là que c'est très compliqué. C'est là que ça illustre bien la complexité de ce travail d'enquête. C'est que les vrais, il fallait les publier. Mais les faux, il fallait non seulement ne pas les publier, mais comprendre pourquoi on nous donnait des faux. Donc ça a été très long. Et c'est ce qui explique la longueur et la complexité des enquêtes que l'on peut mener. C'est qu'il faut souvent démêler le vrai du faux. Quand on veut aller trop vite, on se plante. Et là, j'ai en mémoire, tu parlais tout à l'heure d'une erreur qui nous a beaucoup énervé, et c'était une imprécision. Donc un jour, on écrit que Claude Guéant, sa secrétaire particulière, Claude Guéant était à l'époque ministre de l'Intérieur, que sa secrétaire particulière avait été placée en garde à vue dans le cadre, je crois bien, du dossier libyen d'ailleurs, hein, placée en garde à vue. Il se trouve qu'elle n'avait pas été placée en garde à vue, elle avait été entendue comme témoin, c'est ça. Hein. Et donc, le soir même, on était sur le plateau de C'est à vous, ce qui explique aussi pourquoi il ne faut pas trop s'aventurer sur le plateau. On est sur le plateau de C'est à vous, et qui est invité en même temps que nous ? Claude Guéant. Et là, Claude Guéant s'est fait un plaisir de dire d'ailleurs, comme messieurs d'Avelhomme l'ont écrit dans Le Monde cet après-midi, je tiens à vous dire que ma secrétaire n'a jamais été placée en garde à vue, et il avait raison. Et on s'est senti mal ce jour-là. Et ce qui explique pourquoi on met un temps fou à publier nos enquêtes et pourquoi on se bat pour ne faire aucune erreur. Juste une dernière question, Fabrice, avant de donner la parole à la salle. La distinction entre enquête journalistique et enquête judiciaire, vous dites c'est vraiment, on a l'impression souvent que l'un va avec l'autre. Vous dites c'est deux choses vraiment totalement différentes. Le coupable dans la presse peut être innocent devant la justice ou inversement. Oui, totalement. C'est des mondes qui suivent parfois des routes parallèles. Parfois, ces routes se croisent. Parfois, la justice se saisit d'articles pour enquêter. À l'inverse, les journalistes vont puiser parfois dans les dossiers judiciaires pour enquêter, etc. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, la justice a des moyens de coercition. Ils peuvent passer les gens en garde à vue, les mettre en détention provisoire. Donc,
on va dire, forcer un peu les gens à parler. Ils peuvent perquisitionner. Tout ça, c'est des moyens, j'allais dire, offensifs. Nous, on n'a pas ça, heureusement. Hein. Donc nous, on a juste notre carnet de notes et notre bonne volonté, essayer de trouver des sources fiables et des gens qui acceptent de nous parler franchement. Donc, ne serait-ce que par les moyens, il y a une énorme différence. Ensuite, l'autre énorme différence, j'en parlais tout à l'heure, c'est que la justice, elle est censée faire respecter la loi et remettre dans le droit chemin ceux qui la violent en les condamnant. Ce n'est pas notre rôle. Hein. Notre rôle n'est pas... Nous, il n'y a aucun jugement, ni moral, ni juridique, sur ce que font les gens. En revanche, nous, notre rôle, c'est d'exposer les faits. Voilà. Et dire ça, c'est pas faire preuve d'hypocrisie, c'est juste de dire... C'est notre rôle, puisque nous, on est en contact direct avec le public. C'est très différent de la justice, qui fonctionne non pas en vase clos, mais qui fonctionne dans un autre système. Il y a des procès à huis clos, par exemple. Nous, on ne travaille pas à huis clos. C'est l'inverse. Notre travail, il est public. Donc ça veut dire qu'on le donne aux citoyens qui s'en saisissent. Il y a un sujet souvent qui choque le public, c'est que vous travaillez aussi parfois avec des sources anonymes. Des gens qui ne veulent pas citer... vous travaillez avec on appelle ça aujourd'hui des lanceurs d'alerte. D'autres auraient dit des agents ou de l'ombre, ou comment vous situez par rapport à ça? C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Il y a deux choses différentes. Les sources, entre guillemets, bien sûr qu'elles restent anonymes, sinon il n'y a pas de journalisme possible. C'est-à-dire que des gens qui nous donnent des informations, qui se mettent en danger, qui mettent en danger leur carrière, on peut les appeler sources, on peut les appeler lanceurs d'alerte, peu importe, ça marche dans tous les cas. Ces gens-là, il faut, bien sûr, sinon on ne peut pas exercer le métier de journaliste s'il n'y a pas ce secret des sources. C'est la base. En revanche, ce dont on essaye ce qu'on essaie d'éviter au maximum, c'est les témoignages anonymes. Là, on a beaucoup plus de mal avec ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui citent des gens, entre guillemets, en disant un proche du président, un conseiller, une source proche de l'enquête qui nous dit ça, entre guillemets. Et ça, on trouve que c'est déloyal comme procédé. On comprend que dans certains cas, ce soit compliqué, mais nous, on n'y recourt jamais. Dans nos articles ou dans nos livres, je mets au défi quiconque de trouver la trace d'une citation non sourcée. On pense que c'est le respect notamment dû au lecteur qui sait quand c'est quelqu'un qui parle. Et sinon, on reprend les choses à notre compte, ce qui veut dire de les vérifier avant de les publier, évidemment. Alors, la salle, j'imagine que les questions vont être nombreuses. Premier rang, voilà. Trahi par la technique, pas tout à fait. Je commencerai par un acte manqué pour continuer par une comparaison improbable. Acte manqué, je suis un admirateur inconditionnel des journalistes d'investigation, et notamment de Florence Aubenas. On sait ma passion. Donc je vous donnerai volontiers le prix Florence Aubenas, mais je ne suis pas habilité. Donc j'en viens à des choses sérieuses. Mes maîtres m'ont appris comparaison n'est pas raison. Je ne vais donc pas les suivre à mon âge. Et un neveu m'expliquait que Donald Trump, que certains connaissent, serait le type d'une personnalité narcissique, et que des psychiatres avaient mis en garde, avec beaucoup de succès, l'électorat américain dès le premier mandat. La relation de notre président avec la vérité me paraît étrange, voyant des succès dans les échecs et vice-versa. Donald Trump est-il un lointain cousin américain de notre président? Pas facile comme question, ça. Alors, d'abord, je ne suis pas sûr que Florence Aubenas aimerait être cataloguée journaliste d'investigation. Hein. Je pense que elle fait ce qu'on appelle du narrative journalisme, c'est-à-dire du journalisme au cœur des gens, où elle raconte ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce que les gens lui disent, etc., à hauteur de personne. C'est un peu différent de ce qu'on fait. Par exemple, elle ne met jamais les pieds dans tout ce qui est pouvoir, économie, médias, etc. Elle, c'est vraiment les gens qui les intéressent. Donc c'est ce qui fait qu'elle fait avec beaucoup de talent tous ces livres, et je pense au Quai de Ouistreham et compagnie, qui font aujourd'hui toute la renommée qui est la sienne et qui est méritée. Concernant Donald Trump et Macron, je pense qu'on ne peut pas trouver deux êtres plus dissemblables, en fait. L'un est érudit, intelligent, plutôt raisonné, extrêmement amoureux de l'Europe. Il adore tout ce qui est le multilatéralisme. L'autre est un dictateur en puissance, quoi. Donc, il peut même lever en puissance, puisqu'il malmène les médias, les universités, il malmène la justice, il tord le bras à tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas comparer les deux. En vrai, je sais que ça a été parfois le cas. On a
les extrêmes en France qui ont tendance à considérer que le pouvoir d'Emmanuel Macron est autoritaire. Moi, j'aurais tendance à dire que son pouvoir n'est pas autoritaire. Il est simplement, il s'accompagne de nombreuses zones d'ombre. Par exemple, il méprise ouvertement tout ce qui est corps intermédiaire. Il n'aime pas la justice. Par exemple, il n'aura aucun problème à avoir une Rachida Dati dans son gouvernement alors qu'elle est mise en examen, qu'elle va être jugée pour corruption. Il a eu un ministre de la Justice qui était mis en examen et poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Peu lui chaud. Donc il méprise la justice. Les journalistes, il les tient à distance en ayant vraiment beaucoup de mépris pour eux. Je pense aussi aux syndicats qu'il a malmenés. Je pense aussi aux partis politiques qu'il a voulu réduire à néant. Et on voit aujourd'hui qu'il critique le fait que les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre, mais il a tout fait pour que ces partis politiques eux-mêmes n'existent plus. Donc bon, à un moment donné, il faut aussi balayer devant sa propre porte. Donc je ne comparerais vraiment pas les deux sur le plan de l'autoritarisme et du côté dictateur. En revanche, on s'aperçoit que cette façon très peu autoritaire, mais très multilatérale justement d'envisager le pouvoir en France et de disséminer les partis dans tous les coins, ça aboutit à une sorte de chienlit, comme dirait-on en général, et qui nous désempare tous complètement. On en est là aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus frappant. C'est le désarroi qui nous frappe tous, les observateurs. Regardez les chaînes d'infos, j'imagine que vous le faites un petit peu. Tous les observateurs se perdent en conjecture. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va être le Premier ministre? On nomme le cornu, il démissionne, on le renomme. Je veux dire, on ne sait plus où on habite. C'est vraiment la caractéristique, je pense, aujourd'hui, du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Je n'autoriserai Fabrice, voilà. Fabrice et Gérard à une réponse par question, parce que s'ils font deux réponses, on va avoir moins de questions. Bonjour, moi je voudrais revenir sur vos sources. Est-ce que, à des moments, on peut vous proposer des informations contre rémunération? Et est-ce que, dans ces cas-là, est-ce que vous les acceptez ou pas? Là, c'est vraiment très simple de répondre. D'abord, c'est très rare, ce cas de figure que vous évoquez, parce que je pense que tout le monde sait que ce n'est pas du tout dans la culture française, et tant mieux, et que pour nous, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que même si on me proposait un scoop monumental qui soit le plus grand de l'histoire du journalisme pour 1 euro, je dirais non, je n'ai pas 1 euro sur moi, je suis désolé, j'ai rien sur moi. Donc déontologiquement, de toute façon, c'est pas permis, et heureusement. Certains journaux, la presse People, pour des photos, peuvent... Mais bon, on n'est pas dans le même registre. Mais dans le domaine, en tout cas, de l'enquête, c'est juste pas possible. Ça pourrait relever même de la corruption. D'ailleurs, il y a eu des journalistes qui se sont fait pincer comme ça pour avoir essayé de monnayer leur silence sur une enquête sur le roi du Maroc. Et ils ont été piégés par leur interlocuteur, et ils ont été enregistrés, etc. Et ils ont été condamnés par la justice, et voilà, le monde journalistique rejette ces personnes-là, c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Donc là-dessus, un petit micro caché quand même dans un bistrot pour choper 2-3 déclarations d'un animateur de France Inter, ça se fait ça quand même, non? Non, normalement ça ne se fait pas. Manifestement, ça a été fait par un média plus que d'extrême droite. Vous n'utilisez jamais de moyens cachés, c'est une très bonne question. Vous n'utilisez jamais de moyens cachés, d'appels anonymes, de micro cachés, tout un tas de méthodes qui pourraient amener la vérité quand même. C'est ce qu'on appelle mais c'est des méthodes plutôt déloyales. Maintenant, les chaînes de télé font souvent ça, des caméras cachées, mais c'est encore différent. Moi, je mets à la place la télé, il faut avoir des images, donc les gens ont peur de s'exprimer face caméra, donc c'est plus compliqué. Mais en tout cas, nous, on ne procède pas comme ça. Après, parfois, on se retrouve malgré tout, on prend des positions un peu morales, comme je le fais là, et puis parfois, on se retrouve dans des situations compliquées. Moi, je me rappelle de l'affaire Bettencourt, dont vous avez entendu parler. Donc, c'est vrai que nous, on ne recourt jamais, on ne piège jamais les gens, on n'enregistre jamais les gens à leur insu. C'est tellement évident pour nous que voilà, on ne peut pas s'étendre là-dessus. Mais moi, j'ai publié les enregistrements clandestins faits par le majordome de Liane Bettencourt. Mais ce n'est pas moi qui ai fait les enregistrements, mais on peut aussi me le reprocher. D'ailleurs, j'ai été mis en examen, j'ai été renvoyé en justice, je trouvais ça tout à fait normal, très sain. Il y a eu donc un débat public, j'ai été relaxé, il y a eu un appel, j'ai de nouveau défendu mon point de vue, parce que je pensais que c'était vraiment des informations d'intérêt public, et que j'étais choqué par le caractère frauduleux des enregistrements
Mais je pensais qu'il fallait quand même les publier. Et voilà, et je suis satisfait que la justice ait donné raison aux journalistes qui ont fait ça. Mais je n'étais pas super à l'aise non plus, j'avoue. En tous les cas, nous-mêmes, jamais on ne peut se livrer à de tels procédés. Je complète juste un truc. Là, par exemple, là, pour répondre à votre question, le rapport aux sources, on se pose toujours la question de l'intérêt général de ce qu'on nous apporte. Alors, les rémunérations, on écarte évidemment tout le temps, mais la question, c'est l'intérêt général. Et là, par exemple, on a obtenu un document il n'y a pas très longtemps, qu'on va publier probablement dans Le Monde la semaine prochaine. Et c'est un document fort qu'on n'est pas censé avoir entre nos mains. On s'est donc posé la question de ce qu'on allait en faire avec Fabrice. On en réfère à notre hiérarchie. On a une hiérarchie, on a un rédacteur en chef, un directeur de la rédaction, un directeur de la publication. On n'agit jamais seul, on n'est pas des cow-boys, quoi. Et ce document, on s'est concerté, on s'est dit oui, on va le publier. Voilà. Donc, c'est sur le Covid, hein. Non? C'est en lien. On ne peut pas tout dire, mais c'est un document qui est, je crois, très intéressant. Vous lirez Le Monde cette semaine. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est parce que s'ils gardent des infos, on est obligé d'acheter Le Monde et puis ils s'en mettent plein les fouilles quand même, rassurez-vous. Alors, est-ce qu'il y a une autre question avec monsieur? Bonjour. Une question sur l'avenir du journaliste d'investigation. J'ai l'âge de... Je me rends compte qu'il y a, par rapport à il y a 30-40 ans, la situation est quand même beaucoup Mettez plus... bien, excusez-moi monsieur, mettez bien le micro, voilà, merci. J'ai une question sur le journalisme d'investigation. J'ai l'impression que par rapport à il y a quelques dizaines d'années, il y a quand même plus de choses qui sortent, c'est quand même plus important, mais à l'avenir, je suis un peu inquiet, parce que quand on voit au point de vue télévisuel, il y a un certain nombre de chaînes comme Canal+, qui avaient des programmes d'investigation qui disparaissent. À la télé, à part le service public, il n'y a pas beaucoup d'autres investigations possibles. Et le service public est quand même très fortement attaqué. Et on sent que si certains partis prennent le pouvoir, une de leurs premières cibles, ça sera le service public journalistique et télévisuel qui, eux, ont un vrai travail d'investigation. Quel est votre sentiment là-dessus, s'il vous plaît? Alors, sans vouloir mettre dans l'embarras l'ami Stéphane, Canal+ et l'Empire Bolloré, c'est l'antithèse du journalisme. Alors, pas le journalisme de foot, hein, comme tu le pratiques avec tant de talent. Pardon? Mais c'est l'antithèse, Empire Bolloré, c'est l'antithèse du journalisme d'enquête. Ils ont supprimé tous les budgets concernant l'investigation et c'est valable dans tout l'Empire Bolloré. Mais moi, je suis du côté optimiste de la chose. Je pense que quand vous enterrez le journalisme d'investigation d'un côté, vous le ressortez de l'autre. Et j'ai beaucoup, par exemple, d'admiration pour les journalistes qui travaillent dans les régions, en province ou dans les territoires, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui pratiquent un journalisme d'enquête à hauteur, à échelle humaine, dans des départements, des villes et autres. Par exemple, moi, je vais souvent à Perpignan, il y a un journalisme d'enquête qui essaye d'exister à Perpignan et qui raconte ce que fait le maire d'extrême droite. Et il y en a partout dans toute la France maintenant des médias qui émergent, Médiacité et d'autres, qui émergent et qui font de l'enquête. Vraiment, ici aussi, je suis sûr qu'il y en a, et qui font de l'enquête et qui essaient de sortir des choses. Donc, je pense vraiment que le journalisme d'investigation, aujourd'hui, est en pole position en France pour une raison toute simple, c'est que ça amène de la plus-value. Quand on sort une information, comme tu le disais, quand on sort un scoop, une information, ça fait parler, ça fait vendre le journal. Donc, le journal, c'est aussi un produit, il faut bien l'acheter. Et d'ailleurs, je vous encourage tous à acheter, notamment Le Monde, mais à acheter des journaux, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on rémunère les journalistes qui eux-mêmes produisent une information de bonne qualité. Donc c'est un cercle vertueux. Mais je crois encore au journalisme d'investigation, et même si, et là je serais modérément pessimiste, il a des limites. On voit bien qu'aux USA, ils font un travail remarquable sur Trump, par exemple, Times ou le Washington Post, et que ça ne change, même Le Monde, hein, et ça ne change strictement rien. Hein. Donc, s'il devait y avoir une nouvelle élection, il serait réélu. Donc, ça ne change pas forcément tout, mais au moins, ça permet de révéler des éléments qui sont essentiels à l'intérêt général, je pense. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Fabrice, vous avez participé, vous avez fait de référence tout à l'heure rapide à Mediapart. Je crois que vous étiez dans la première équipe de Mediapart. Vous avez quitté Mediapart, je pense, pour des différences déontologiques peut-être, ou en tout cas d'esprit. Expliquez-nous un peu cette... Parce que Mediapart, c'est évidemment le média emblématique de l'investigation dans l'esprit du grand public aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que c'est un journal qui s'est imposé dans le paysage de manière
assez remarquable. Donc moi j'étais intéressé au début, je suis très content d'avoir participé à l'aventure, d'avoir contribué, j'allais dire aussi à sa réussite, parce qu'au tout début c'était très très dur, hein. Les gens ont oublié, mais il n'y avait pas du tout, très peu d'abonnés, la rentabilité n'était pas assurée. Il se trouve que l'affaire Bettencourt a tout changé. Voilà, C'est Fabrice qui a révélé l'affaire Bettencourt. Et ça a attiré En énormément 2010, 2010. Coupe du Monde 2010. Ouais. Je me rappelle de ça. La Coupe du Monde, accessoirement. Donc c'est vrai que c'est un journal qui a finalement explosé. Et puis après, non mais moi je suis parti au bout de 3 ans et demi. J'avais l'impression d'avoir fait le job en fait. Moi j'aimais bien le côté aventure. Et quand je suis parti, donc au printemps 2011, le journal était rentable, le journal était connu, le journal était à la fois respecté, craint, détesté parfois. Enfin, il s'était imposé. Donc j'allais dire mission accomplie. Mais c'est un média aujourd'hui très décrié, Oui. et bon, décrié évidemment par ceux qui visent, mais ça va de soi. Mais paradoxalement, c'est ce qui m'a beaucoup frappé après le jugement Sarkozy, très décrié aussi par notre profession de journaliste, où beaucoup de journalistes se sont essuyés les pieds sur le tapis Mediapart. Oui, mais après. C'est un média qui a un positionnement très marqué, Qui est idéologique aussi, quand même, on voilà, peut le dire. Oui, très C'est de engagé. l'enquête idéologique, quand même, ou pas? Oui, ils ont un positionnement. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les enquêtes de Mediapart, on les lit toujours, hein, en tout cas certaines enquêtes, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les enquêtes sont irréfutables. Et ils ont quand même sorti beaucoup de scoops ces dernières années qui ne sont pas contestables. Je sais pas, l'affaire de la sextape de Saint-Étienne, qui est une histoire assez glauque, enfin qui met en cause le maire de Saint-Étienne. Le procès a eu lieu récemment. Voilà, c'est pas contesté, etc. Donc après, il y a des débats dans la profession. Il y a toujours eu ça. Le Figaro contre Mediapart, etc. On préfère ne pas être dans ce registre-là, Gérard et moi, parce qu'on sait que c'est un peu du temps perdu. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça fait un peu corporatiste, vous savez, les gens, les journalistes qui sont contre tel média, qui sont plus à l'aise dans tel média. On préfère s'intéresser à des choses qui sont plus importantes, c'est-à-dire les grandes menaces sur la profession. Là, on parlait tout à l'heure de Bolloré. Ça, pour nous, c'est quand même quelque chose de très, très, très préoccupant. Et puis surtout, après, on préfère parler aux gens, en fait. Et moi, je vous assure que on donne beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions publiques, etc. En fait, c'est rare qu'on nous parle, par exemple, de Mediapart ou du Figaro, ou qu'est-ce que vous en pensez, ou de l'Express, etc. C'est pas tellement, je pense, le sujet de préoccupation des citoyens. Donc c'est vrai que voilà, on est une profession qui parfois se regarde un peu. On parlait de Macron tout à l'heure, mais il faut balayer devant sa porte aussi. Les journalistes aussi se regardent beaucoup. Lui, il a écrit ça, lui, il a fait ça, etc. Voilà, on essaie de sortir de ça et d'être plus tourné, comme on l'est là, vers notre public. Alors, il y a une main au fond qui s'est levée depuis un petit moment. Bonjour. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensiez de l'extrémisation par la droite de la société et des médias? Parce que Le Monde, c'est un très bon journal, mais il faut être honnête, tout le monde ne lit pas Le Monde. C'est même moi qui suis un jeune, je le lis quand je le trouve, je lis les articles, mais je ne suis pas forcément abonné, par exemple, au Monde en ligne ou ce genre de choses. Et si on prend ce que le public consomme le plus, c'est-à-dire les chaînes d'infos en continu, je suis désolé, il faut le dire, BFM et CNews, ce sont des piliers de l'extrême droite. Et c'est quand même ce que les Français ingèrent le plus. Et pour ne pas citer Bolloré et les autres, qu'est-ce que vous pensez justement de cette dérive vers la droite qu'ont la plupart des médias, enfin pas la plupart, une bonne partie des médias en France? Alors, je mets ça sur le compte de votre jeunesse engagée, mais pour moi, BFM n'est pas une chaîne d'extrême droite, c'est une chaîne de faits c'est vraiment un média d'information qui, certes, a un tropisme très fait diversier. Ils aiment rebondir sur l'actualité et les faits divers, mais franchement, je ne vois pas en quoi on peut les qualifier de chaîne d'extrême droite. Vraiment. Et je connais beaucoup de journalistes qui y travaillent, et tout le groupe, d'ailleurs, dont dépend BFM, ce qui donc dépend d'un milliardaire, là, ça c'est une autre question, le milliardaire Saadé, que ce soit RMC, BFM, etc., ce sont des médias qui sont très positionnés, mais positionnés au sens où ils font de l'information, ou alors du talk, ou alors de l'opinion, mais très, très cadré, très précise. Ils font du journalisme. Voilà. En ce qui concerne CNews et l'Empire Bolloré, c'est très différent pour moi. Eux, là, on a en face de nous un média d'opinion qui cherche à influer sur l'opinion, à constituer une opinion. Chacun est libre de ses opinions, fait ce qu'il veut, mais on est aussi libre de ne pas regarder CNews et de ne pas lire le JDD. Nous, on le fait parce que c'est notre boulot, on essaie de disséquer, de comprendre comment ça se passe. Ça vaut le coup de le faire, mais on peut aussi ne pas passer son temps sur CNews pour ne pas être obnubilé
par les thématiques liées à l'insécurité ou à l'immigration. Et je crois vraiment que si on balaye un large spectre, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit beaucoup à nos étudiants, nous, en journalisme, il faut regarder BFM, il faut écouter RTL, il faut lire Le Figaro et Le Monde pour avoir deux visions, certes factuelles, mais parfois un peu contrastées de l'information. Et il ne faut surtout pas avoir d'œillères. Et il faut aussi s'intéresser à l'Empire Bolloré pour ce qu'il dit, pour ce qu'il reflète aussi de ce qui s'est passé aux USA avec Fox News et compagnie. On voit que tout ce qui se passe aux USA se répercute en France en général avec quelques années de retard. C'est donc intéressant et préoccupant à la fois. Donc moi, j'aurais vraiment cette vision un peu nuancée quand même des choses vis-à-vis de BFM et de CNews que je ne mets pas du tout sur le même plan. Il faut écouter RMC. Hein. Je salue la présence parmi nous de notre ami Karim Nedjari, le directeur général d'RMC qui est en Alençon ce matin avec nous et qui a fait un travail en termes de pluralisme fondamental dans la période actuelle. Il y a d'autres mains qui se sont levées. Madame devant. Merci. Bonjour ou rebonjour. J'ai une question peut-être qui est d'un ordre un peu plus général. J'aurais voulu savoir comment l'intelligence artificielle peut influencer, impacter votre façon d'exercer votre métier. Excellente question. Vous avez déjà été confronté concrètement à ça ? On commence à l'être, mais parce qu'on le veut bien, j'allais dire. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on peut parfois y recourir exactement comme on s'informe sur Internet. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de moteur de recherche qui nous permet de vérifier des choses qu'on revérifiera ensuite derrière, mais qui nous permet en tapant ou en dictant un mot-clé qui nous permet d'avoir accès à des informations plus rapidement que si on faisait la recherche nous-mêmes. Je pense que ça va être une révolution, qu'on n'est qu'au tout début. Je pense qu'évidemment, la presse va être totalement bouleversée, impactée par ça. Mais je pense aussi que le métier qu'on fait, c'est-à-dire la spécialisation qui est la nôtre, qui est d'aller chercher des documents cachés, de faire parler des gens qui hésitent à parler, de trouver des sources secrètes, etc., ça, aussi talentueux soient les ingénieurs qui bossent dans l'intelligence artificielle, ils ne pourront jamais faire ça. Ils pourront jamais faire ça. Donc, globalement, si vous me parlez de la profession, je vois très bien à quel point elle peut être bouleversée, à quel point ça peut être évidemment dangereux à partir du moment où on va confier finalement à des robots le fait de diffuser une information plutôt qu'il y ait un traitement humain derrière. Ça peut faire gagner du temps, hein, incontestablement. Ça peut avoir des apports intéressants, mais on voit bien les risques qu'il y aura derrière. Donc ce sera la profession de réfléchir comment les limiter. Mais pour le coup, là, je reste optimiste s'agissant de notre spécialité. Je pense que le facteur humain, finalement, sera toujours clé. C'est comme ça qu'on arrivera à trouver une source. C'est comme ça qu'on arrivera à dénicher un document secret, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, je pense. Le maire d'Alençon a une question pour Gérard Davé, Fabrice Ce n'est Lab. pas une question, mais c'est une observation. Vous faites un métier dangereux, mais grâce à la démocratie, vous pouvez le faire. Parce que quand je vous écoute, je pense aux journalistes d'investigation qui ont été emprisonnés, qui ont été tués, je pense à la Russie notamment, et je pense également aux régimes dictatoriaux. Donc voilà, c'est une observation que je fais. C'est pour ça que lorsqu'il y a des affaires qui sortent, lorsque la justice se prononce et que je vois effectivement pas mal de monde qui conteste la justice, il faut qu'on soit très prudent parce que nous sommes dans un pays où il faut maintenir l'indépendance de la justice et donc moi je voulais simplement vous remercier, même quand quelquefois c'est difficile d'apprendre des faits, mais c'est lié à la démocratie ce que vous faites en fait, parce que les habitants souhaitent de plus en plus de transparence, y compris bien évidemment du pouvoir politique. Et puis la deuxième question, vous ne croyez pas également que l'Élysée rend fou en fait, et parce que quand je vois tous ceux qui veulent se présenter à l'Élysée, et on voit les conséquences politiques, c'est une question que je vous pose, vous avez interrogé plusieurs présidents de la République, est-ce que ça ne rend pas fou? Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions? Est-ce que c'est le modèle actuel? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer également le mode de la gouvernance en France? Merci, monsieur le maire. D'abord, le premier aspect, on est très conscient du fait de la chance qu'on a d'exercer ce métier en France. On peut écrire ce qu'on veut en France à partir du moment où c'est
prouvé, d'intérêt général, et que c'est parfaitement argumenté. On rappelle juste, Gérard, que le prince régnant d'Arabie Saoudite, quand même loué partout aujourd'hui, a quand même fait dépecer un journaliste dans une ambassade en Angleterre. Ouais. Hein, en Turquie, pas en Angleterre, pardon, en Turquie. Oui, on Voilà. est très conscient de ça. Nous, un jour, on a été avec Fabrice conviés à un conclave sur les journalistes. À l'époque, on était, Fabrice et moi, sous protection policière parce qu'on avait été menacés. Et on avait reçu des balles, des explosifs, des menaces très explicites. Et on a été conviés à ce conclave qui se déroulait, je crois, en Slovaquie, non ? À Belgrade. Et on se retrouve à une table, là, une table ronde, et on commence à parler de notre petit problème. Et en fait, après, nous, des gens ont pris la parole, des journalistes. Et là, il y avait un journaliste qui avait été torturé et brûlé, un autre qui avait passé 5 ans en prison, etc. On s'est regardé avec Fabrice, on s'est dit, bon, on n'a rien à faire là. Évidemment qu'on a la chance d'être en France et de pouvoir écrire ce qu'on veut à partir du moment où ça tient la route. Et quand ça ne tient pas la route, les citoyens, les maires, les élus ont les moyens, et c'est tout à fait loisible, de nous poursuivre en justice et de nous faire des procès. C'est bien cadré en France. Donc ça, c'est une chance que l'on sait avoir, quoi. C'est vraiment important pour nous. Et le deuxième aspect, c'était quoi déjà ? Est-ce que l'Élysée rend fou ? Alors, est-ce que l'Élysée rend fou ? On a eu un jour, on a fait une BD avec Fabrice que l'on peut trouver là-bas et qui s'appelle L'obsession du pouvoir. Je pense que moi, j'ai été frappé un jour par Alain Juppé, donc un grand brûlé de la politique qui a été battu aux primaires quand il y avait Sarkozy, Juppé et Fillon. Et à un moment donné, on lui pose la question, il a donc pas été choisi, et il dit, il a eu cet aveu, il dit à un moment donné, pour être président, il faut avoir une obsession totale et absolue pour ce poste, cette envie, etc. Et moi, je l'ai peut-être pas assez. Et peut-être que les Français l'ont compris chez moi. Et je crois que c'est assez vrai. Je pense que plus que rendre fou, je pense qu'il faut être obsédé, quoi. Et tous ces gens-là ont une obsession pour le pouvoir, sans forcément savoir et être assez lucide, savoir s'ils ont la capacité de l'exercer, ce que je ne souhaite à personne personnellement. C'est ça le problème, c'est l'adéquation entre ses propres capacités, ses propres entourages, son propre casting. Par exemple, on a vu qu'Emmanuel Macron a accédé au pouvoir, il n'avait pas de casting, il n'avait personne autour de lui pour l'aider à constituer un gouvernement qui tenait la route ou avoir des conseillers qui tenaient la route. Et ça s'est constitué au fil du temps, puis après, au fil du temps aussi, ça s'est délité. Aujourd'hui, c'est un élément très important dans la Macronie d'aujourd'hui, c'est que tous ces conseillers qui tenaient la route, qui étaient assez sages, raisonnés. Je pense à l'économiste Jean Pisani-Ferry, je pense à Philippe Aghion, autre économiste, je pense au sociologue Philippe Grandjean, qui sont des gens qui sont très vertébrés, très raisonnables. Ils se sont tous détournés peu à peu d'Emmanuel Macron parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui écoutait mais qui ne comprenait pas et qui n'en tirait pas les leçons. C'est aussi ça l'élément important, c'est avoir la capacité de comprendre charnellement le pays et également d'en tirer les leçons de ses propres échecs. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je disais à Fabrice hier, à Gérard, hier, qu'un seul président de la République français a visité tous les départements français et a dormi dans tous les départements français, c'est évidemment Charles de Gaulle. Fabrice, sur la question de... mais c'est pas neutre, parce que quand vous dormez partout, quand vous avez une conscience réelle de ce qu'est le pays dans toute sa diversité, ça vous permet peut-être aussi d'exercer le pouvoir autrement. Est-ce que l'Élysée rend fou, Fabrice ? Je pense surtout que l'Élysée enferme. Et je pense que c'est un des gros sujets. Vous vous retrouvez président de la République. Alors je ne l'ai pas été, mais on en a fréquenté assez. Ça va venir. Y compris François Hollande. Je ne me présente pas pour la prochaine présidentielle. Vous savez le scoop. Je pense qu'on se retrouve avec un pouvoir énorme, beaucoup plus que la plupart des présidents ou des premiers ministres en Europe. Hein. C'est sans doute parmi les dirigeants même du monde, dans le monde démocratique bien entendu, la personne qui a le plus de pouvoir, le président de la République française. Et le problème, c'est que ce pouvoir, il a tendance à l'exercer seul. Une raison psychologique qui, je pense, peut se comprendre, c'est qu'en général, qu'on les aime ou pas, les personnes qui accèdent à l'Élysée, c'est quand même des sacrées mécaniques intellectuelles. Hein, que ce soit un Sarkozy, un Hollande ou un Macron, c'est quand même pas des imbéciles. Hein. Et donc, c'est des gens qui ont toujours été très bons, en fait, et qu'on a toujours cajolé, admiré, etc. Ils se retrouvent en plus propulsés au sommet de l'État, et c'est vrai que je pense que ça fait tourner la tête, et surtout, il y a la conviction que
Si on est arrivé là, c'est quand même pas par hasard. C'est que, vous savez, il y a cette petite étoile. François Hollande nous en parlait d'ailleurs. Il disait, je crois beaucoup à mon destin. Il y a une bonne étoile. Ils le pensent tous. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que quand vous pensez que le destin, finalement, vous a toujours été favorable, vous pensez que ça va continuer automatiquement. Alors que la vie, c'est pas ça. Et heureusement, on n'est pas prédestiné à ce point. Il peut y avoir des choses, mais la plupart du temps, il faut se remettre en cause en permanence, il faut s'entourer, etc. Et c'est vrai que beaucoup de présidents, là, je pense qu'il n'y a pas que Macron, ont eu ce défaut de penser, et ça, combien de fois on l'a entendu de la bouche de Sarkozy ou de Macron, ça nous a été rapporté, ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Alors c'est peut-être parfois vrai, hein, j'imagine qu'on peut être mécontent d'un conseiller, etc. Mais tout le monde n'est pas nul, et surtout, il vaut mieux écouter 5 personnes nulles que d'écouter personne, en réalité. Et souvent, c'est ce qui se passe, malheureusement. Allez, est-ce qu'il y a une ou deux dernières... Monsieur, il y avait une autre main qui s'était levée, non? Nous, on a le temps, c'est pour votre déjeuner de dimanche en famille. Hein. Oui, bonjour. Ma question est toute simple. Je voulais savoir comment vous faites pour démêler le vrai du faux dans toutes les informations que vous avez. C'est la question. Excellente question. Et bien, en fait, c'est très basique. Le métier de journaliste, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un vrai métier avec des règles qu'on apprend, des process. Et d'où l'intérêt d'être dans des écoles de journalisme au départ. Il y en a 15 en France qui sont reconnues par la profession, où on apprend son métier. Ensuite, on est encadré par une hiérarchie. On commence doucement, on grimpe les échelons peu à peu. Déjà, il y a ça, c'est qu'on acquiert une expérience au fil du temps. L'autre élément, c'est qu'on apprend des règles aussi, et chaque spécificité du journalisme a ses propres règles. Par exemple, si je devais commenter un match de foot comme Stéphane, je pense que les gens éteindraient leur télévision au bout de 5 secondes. Quoi. Et donc c'est un métier, je ne saurais pas le faire. De la même façon que ce qu'on fait nous, il le ferait peut-être pas. Je ne saurais pas le faire non plus, je te le confirme. Donc nous, on a appris vraiment au fil du temps aussi à développer des process qui nous empêchent de faire des erreurs factuelles importantes. Par exemple, on essaye systématiquement, c'est un lieu commun, mais c'est la vérité, de vérifier ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que quand on a une source qui nous dit un élément, on va essayer de le recouper sur une deuxième source séparée, et quand c'est vraiment très important, sur une troisième source. Et si ces 3 sources ne disent pas la même chose, on ne publie pas. Ça a l'air de rien ce que je dis, mais beaucoup de médias se contentent parfois d'une seule source, et ça aboutit à des erreurs parfois assez dramatiques. Et l'autre élément, c'est que quand on nous amène un élément factuel, un document, tout à l'heure tu parlais du document Mediapart, on a eu entre les mains d'autres documents, eh bien, on les vérifie aussi systématiquement, dans le sens où on demande évidemment la provenance, on essaie de l'authentifier, on essaye de le corroborer avec d'autres éléments qu'on peut avoir dans un autre dossier, etc. etc. Par exemple, dans l'affaire Monégasque, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une histoire qui nous a beaucoup intéressés l'an dernier. Il y avait un comptable qui était le grand chambellan du prince Albert II de Monaco, qui gérait tous les comptes de la famille princière et de la principauté. Et donc le prince Albert a commis l'erreur funeste de se séparer de ce comptable. Et il ne faut jamais se séparer de son comptable. C'est une règle bien connue. Et surtout que dans ces cas-là, les journalistes jettent sur le comptable. Et nous, évidemment, on s'est jeté sur le comptable. Et donc on a longuement parlé avec lui, etc. On savait que ce comptable, il avait notamment tenu des cahiers durant ces 13 années ou 14 années au service du prince Albert. On voulait savoir ce qu'il y avait dedans. On a fini par avoir accès à ces cahiers d'une manière ou d'une autre. Et après, il a fallu vérifier si ces cahiers étaient vrais. Moi, j'ai toujours en tête l'histoire des faux carnets d'Hitler qui avaient été publiés par le Spiegel. Donc, est-ce que ces cahiers étaient vrais? Est-ce que si, par exemple, il y avait marqué que la princesse Charlène avait dépensé tant pour sa bague de fiançailles, ou alors que le prince Albert avait une maîtresse cachée quelque part et qui est dans un appartement, etc. Donc, c'était pas rien, on touchait à l'intimité des gens, ce qui renvoie aussi d'ailleurs à ce qu'on peut publier, est-ce que c'est d'intérêt général ou pas. Donc il faut faire un tri, mais déjà vérifier. Et donc là, on s'est évertué à vérifier la véracité de ces documents, en demandant à des avocats, en demandant à des proches du couple, etc., du prince Albert. Et on a fini par conclure que c'était des vrais documents et qu'on pouvait donc s'appuyer dessus. Et ça nous a pris du temps, il nous faut du temps. Et il y a des affaires qu'on ne sort pas parce qu'on n'a pas assez de sources. Par exemple, on a, Fabrice et moi, un scoop qu'on tient en réserve depuis au moins 10 ans presque, sur un homme politique français très important. Sur Joachim Feuillot, non?
Non, c'est en cours sur M. Pueyo, c'est en cours. On attend des sources là qui sont dans la salle. Mais sur un homme politique français important, on a vraiment des éléments très importants sur une corruption extrêmement problématique. On n'a que 2 sources. Il nous manque une 3e source. On ne publiera rien tant qu'on n'aura pas cette 3e source. Ça fait 10 ans que vous attendez la 3e source. Oui, à peu près, quoi. Ouais. On espère qu'elle viendra, mais bon, c'est pas gagné. Donc voilà, on vérifie tout et le plus possible. Et quand c'est, en fait, après, on se réfère à notre hiérarchie, on leur demande si ça vaut le coup de le publier. Parfois même, il y a un avocat qui relit nos articles, il y a un avocat qui relit systématiquement tous nos livres. Bref, on s'entoure d'un luxe de précaution vraiment important pour que ce qu'on vous met à votre disposition, ce soit quelque chose dont vous puissiez vous dire, voilà, on sait que c'est vrai, on sait que c'est béton, on sait que c'est vérifié, on sait que c'est factuel. Voilà. C'est notre seule recherche. Allez, une dernière question. Après, vous aurez la possibilité de rencontrer Fabrice et Gérard dans l'autre salle, où ils dédicaceront les quelques livres qui restent, qu'il y en a beaucoup déjà qui sont partis. Ils seront à votre disposition. Madame. Bonjour. Vous disiez en préambule que le journalisme est de plus en plus décrié. Comment vous l'expliquez et comment vous le vivez? Merci. Alors, en fait, j'allais dire, on le vit assez bien parce que depuis qu'on fait ce métier, en fait, on a quand même souvent beaucoup entendu des gens nous dire, y compris dans nos rédactions respectives, vous savez, les journalistes ne sont pas tellement aimés, etc. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça s'accentue. Je pense qu'on le relativise dans le sens où on voit bien qu'il y a 2 manières générales dans l'opinion publique, pour plein de raisons qui sont acceptables d'ailleurs pour partie, une sorte de méfiance ou défiance par rapport à tout ce qui peut représenter une forme de pouvoir. Alors que nous, j'insiste là-dessus, nous on n'est pas un pouvoir, un contre-pouvoir, ça change tout. Mais dans tous les cas, dans l'esprit du public, on fait quand même partie des gens qui ont de l'influence, qui sont un peu puissants quelque part. Et donc on est mis sur le même plan, entre guillemets, que les magistrats qui sont intouchables, les politiques qui sont supposés être corrompus, les journalistes qui sont malhonnêtes, etc. C'est une caricature, je pense que c'est faux, parce qu'on ne peut pas globaliser, même s'il y a bien sûr, comme il y a des hommes politiques malhonnêtes, je ne pense pas qu'ils soient majoritaires, mais il y en a qui sont malhonnêtes, oui. Il y a des journalistes qui sont incompétents, oui, aussi, c'est vrai. Mais il y en a aussi qui sont compétents et qui travaillent vraiment pour l'intérêt public. Donc on essaie de prendre du recul par rapport à ça, parce que sinon, après, on ne fait plus rien, on est trop déprimé. L'histoire est faite de cycles. Donc moi, je veux croire qu'on est dans ce cycle qui est un peu négatif, on va dire, avec un peu un rejet de tout ce qui représente les élites, au sens vraiment large du terme. Je ne me considère pas comme quelqu'un faisant partie d'une élite, mais on peut être vu comme ça. Et je me dis que peut-être qu'une fois qu'on aura touché le fond, on va remonter, et qu'il y aura peut-être une séquence une prochaine séquence qui sera plus à notre avantage, à nous, journalistes, et à tous ceux qui donnent le sentiment de représenter une forme de pouvoir. Il y a un bébé qui voulait poser une question, là. Vous venez de l'aborder très légèrement, mais est-ce que le pouvoir politique est si corrompu que ça, sachant que le prisme qu'on a à travers vous, c'est que à chaque fois que vous sortez quelque chose, c'est forcément une enquête qui vient un petit peu ternir cette image-là? Oui, je me garderais bien de généraliser. C'est-à-dire que nous, effectivement, on éclaire des zones d'ombre, on révèle des faces cachées, mais pour autant de zones d'ombre, il y a tellement de zones de lumière. Et objectivement, j'ai tendance à le dire, et je l'assume, je pense qu'on a une classe politique qui n'est pas corrompue, qui est compétente et qui se bagarre souvent pour l'intérêt général, et notamment au niveau des élus locaux. C'est trop facile, en fait, de dire « Ah, les politiques, tous pourris ». Nous, on n'est vraiment pas là-dedans. On a rencontré beaucoup d'élus qui faisaient le maximum pour leur ville, leur agglomération, qu'on soit simple adjoint municipal ou conseiller territorial. Donc, c'est trop simple. En revanche, on a bien conscience de l'effet dévastateur de ce qu'on peut produire parfois avec Fabrice, et on essaye, nous, d'alerter là-dessus. Oui, on révèle des éléments qui concernent des êtres, hommes ou femmes, qui parfois tombent dans la corruption, mais c'est vraiment une extrême minorité. En tout cas, on veut le croire. Pour conclure, vous avez une vision encore positive de lui, puisque vous passez votre vie dans les basses œuvres, quelque part, dans tout ce qui ne va pas, dans tout ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous arrivez à garder un peu d'optimisme, quand même, dans tout ça? Vous commenter les matchs de foot, croyez-moi, quand un joueur marque, au moins, c'est la félicité générale.
Un jour, avec Fabrice, on fera un livre positif, j'en suis sûr. Et je pense même qu'on fera un livre et même un article optimiste. On peut y arriver un jour ou l'autre. Je pense que c'est possible. En vrai, nous, notre mission, alors c'est le terme, c'est parfois un peu pompeux, mais c'est la vérité, c'est plutôt d'éclairer les faces cachées, comme dit souvent Fabrice. Un chien qui mord un facteur, c'est pas une information. Un facteur qui mord un chien, c'est une information. Bon, donc nous, on pourra pas dire mieux ce matin, Gérard, bravo. Désolé. Magnifique. Mais c'est encore c'est Fabrice. Ça, en fait, c'est Fabrice qui fait les titres et c'est Gérard qui conclut en fait. Mais on se connaît tellement bien que je pique ses citations et il me pique les miennes, quoi. Donc, mais vraiment, c'est ça. Et là, vraiment, on est quelques journalistes, il n'y a pas que nous, il y a d'autres journalistes qui sont présents et qui ont fait des BD. Je pense à notre ami qui a fait une BD qui s'appelle Albertine a disparu, ouais. qui est superbe. Le journalisme, c'est une matière noble. Et je pense qu'il faut juste défendre ce métier qui, moi, personnellement, m'a énormément apporté, quoi, vraiment. Donc, je considère que notre mission, c'est aussi de défendre ce métier et cette façon de le faire. Un dernier mot, Fabrice. Le mot de la fin, mais je pense que Gérard, pour le coup, me l'a volé. Mais je pense que, non, et pour conclure, je pense qu'on est critiquable. Et il faut accepter la critique. C'est pour ça que nous, on multiplie toujours, dès qu'on peut, les échanges avec les lecteurs et les lectrices. On entend et on sait balayer pour notre porte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, avoir toujours en tête, j'espère qu'on peut envoyer ce message d'espoir, c'est qu'il y a donc des journalistes, on n'est pas les seuls, on est nombreux, qui travaillent vraiment dans le but j'allais dire, d'améliorer la société, tout simplement. Donc ça peut paraître prétentieux, mais je pense que c'est en réalité notre rôle. On l'exerce le plus modestement possible, et encore une fois, on n'est pas les seuls à le faire. Mais il faut, voilà. Donc, si j'avais un dernier message, c'est un message d'espoir, croire dans le journalisme. Et moi, j'aurais un dernier petit message. Je voudrais remercier infiniment Stéphanie de l'équipe du festival pour nous avoir conviés, parce que vraiment, pour nous, c'est un plaisir d'être venu à Alençon, d'avoir découvert cette ville, d'avoir logé chez toi, Stéphane. Les 2 marguerites, c'est du lourd. Merci. Et c'est pas cher. Et toute l'équipe du festival est vraiment superbe. Et puis vous tous, merci d'être venus si nombreux, quoi. Voilà, mais c'est pas... Merci à vous tous. C'est pas complètement terminé pour 2 raisons. D'abord, vous pourrez donc retrouver Fabrice et Gérard qui vont dédicacer leurs ouvrages dans la salle d'à côté. Deuxièmement, à 15h cet après-midi, Jacques Gamblin, quand même, qui va prendre place sur cette scène. Un atelier olfactif à 14h. Merci Stéphanie. Et puis troisièmement, ils m'ont promis, Fabrice et Gérard, et ils tiennent leur promesse, qu'ils reviendront lors de l'apparition de leur prochain ouvrage en Alençon, et on les retrouvera donc à la librairie Le Passage. Vous savez que cette librairie est repartie de plus belle et qu'elle vous accueille bien volontiers. Son équipe est tout aussi formidable que nos interlocuteurs du jour. Bon dimanche à tous, bonne fin de salon et rendez-vous au Passage. Bonne soirée, bonne journée.